à tous. Donc, je vais d'abord vous remercier de m'avoir invité à présenter ce sujet qui est la peste équine. Je vous ai mis d'ailleurs le titre en anglais African Horse Sickness, c'est la maladie africaine du cheval. Et je vous parlerai d'une part de cette infection que je vous présenterai, et puis je vous montrerai un peu les nouvelles approches vaccinales qui sont en cours d'étude aujourd'hui. Alors, juste avant, j'ai quelques diapositives qui me permettent de présenter mon laboratoire. Donc, je travaille au laboratoire de santé animale, qui est le premier laboratoire de recherche vétérinaire au monde, créé en 1901, qui est situé sur le site de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Donc là, je suis à Maison-Alfort. Et là, je vous ai mis quelques noms des gens qui ont été directeurs de ce laboratoire, que j'ai évidemment pas connus. Mais vous avez par exemple Émile Roux, qui a été le directeur de l'Institut Pasteur après la mort de Louis Pasteur. Et vous avez complètement à droite Emmanuel Leclinch, qui était professeur à l'école vétérinaire et qui a créé l'Organisation mondiale de la santé animale en 1924, qui est basée à Paris. Alors, ensuite, voilà. Donc là, c'est simplement une vue aérienne du laboratoire. Vous voyez qu'on a des laboratoires d'épidémiologie, de parasitologie, de bactériologie, le bâtiment que vous voyez de virologie qui est dans mon unité. Et nous sommes aussi laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies donc des chevaux. Donc j'ai l'honneur d'être responsable de ce laboratoire européen. Je pense qu'il faut bien souligner le fait que la France héberge le laboratoire de référence de l'Union européenne sur les maladies des chevaux. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'on ne vend pas suffisamment en France, mais d'ailleurs. Et j'ai une adjointe qui est Diane Gonzalez. Vous avez en fait un laboratoire qui est divisé en deux sites, un site à Maison-Alfort et un site à Goustranville, à côté de Dozulé, puisque nous avons sur le site de Goustranville des laboratoires qui dépendent du laboratoire de santé animale, de l'ANSES, avec un certain nombre de maladies. Vous voyez à gauche la liste des maladies qui sont traitées au sein de ce laboratoire. Ça, c'était juste pour vous présenter un peu ce que nous faisons, où nous sommes et comment nous sommes organisés. Donc, je vais cette fois-ci aborder donc, la peste équine. Alors, tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il y a une nouvelle loi qui traite de la santé animale et de la lutte contre les maladies animales au niveau de l'Union européenne, qui est une loi qui a été publiée en 2016, donc qui est assez récente, qui n'est pas complètement transcrite d'ailleurs dans le droit national français. Mais je vous ai mis ici l'article 5 dans cette loi qui est très longue, hein, qui est assez rébarbative à lire comme beaucoup de lois d'ailleurs. Cet article 5 définit les 5 maladies majeures pour l'Union européenne. Vous voyez fièvre afteuse, peste porcine classique, peste porcine africaine, virus influenza aviaire et la peste équine. Donc, pour l'Union européenne, la peste équine fait partie des grandes priorités complètement majeures inscrites dans la loi, puisque toutes les autres maladies animales sont des annexes. C'est vraiment les maladies qui sont la priorité de l'Union européenne. Et donc la peste équine en fait partie à ce titre. Alors, la peste équine, je rentrerai un peu dans les détails tout à l'heure, mais là, vous avez une carte assez récente qui définit, donc 2020, qui définit les pays qui sont reconnus officiellement indemnes par l'OIE, donc l'Organisation mondiale de la santé animale, qui avait été créée par la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a un groupe d'experts de cette Organisation mondiale de la santé animale, dont j'ai l'honneur aussi de faire partie, et qui, sur la base de différents critères, définit des pays indemnes. Vous voyez que tout le continent américain est indemne de cette infection, l'Australie, l'Europe et en fait l'Afrique est un continent affecté. Pour tout ce qui concerne Russie, etc., c'est plus le fait que des dossiers n'ont pas été envoyés comme il fallait, mais en fait le berceau de cette infection est essentiellement représenté par le continent africain. Alors là, vous avez un diapositive qui vous décrit un peu le virus de la peste équine. Je ne rentrerai absolument pas dans les détails. C'est un virus, donc vous avez une image ici, donc j'avais un petit film, normalement le virus tourne, mais là on est un peu coincé par le PDF. Mais simplement, c'est un virus qui est très très proche d'un autre virus dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le virus de la fièvre catarrhale ovine. Ce sont deux virus complètement similaires, complètement identiques, très 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 proches. La peste équine affecte les équidés, le virus de la fièvre catarrhale ovine affecte les ruminants, les bovins, les ovins, les caprins. Ils sont très très proches. Et donc, il y a un certain nombre de temps maintenant, avec des collègues anglais, on avait défini la structure atomique de ces virus. Là, je vous ai mis la fièvre catarrhale ovine, mais j'aurais pu mettre la peste équine. Et c'était publié dans Nature, donc qui est quand même
une référence en matière scientifique. Donc, on connaît très bien le virus au niveau de sa structure, à l'angstrom près. Vous verrez qu'on a encore beaucoup d'interrogations sur le cycle épidémiologique. Alors, une des différences majeures entre le virus de la fièvre catarrhalovine et la peste équine, c'est que dans le cas du virus de la fièvre catarrhalovine, nous avons beaucoup de sérotypes. On en a 36 aujourd'hui, alors que dans le cas de la peste équine, on en a 9. Ça veut dire qu'on a 9 virus différents qui sont très proches. Ils provoquent la même maladie, mais ils ont des différences sur notamment les protéines de capside, je crois que je suis désert là, et les protéines qui sont donc à leur surface ici sont des protéines qui varient et donc ils définissent donc 9 sérotypes en fonction de la présence de telle ou telle protéine. Alors, si je reviens au cycle de l'infection, en fait, ce virus est transmis aux équidés. Hein, c'est un virus qui n'affecte que les équidés, donc ânes, mules, mulets, chevaux, zèbres, enfin la famille des équidés, et qui est transmis par des moucherons de l'ordre des Culicoides. Donc, vous avez une petite photo des moucherons ici. Et il y a deux espèces en fait qui jouent un rôle important, Culicoides nicola et une deuxième qui est Bolitinos, mais c'est surtout Culicoides et Nicola qui jouent un rôle important. Deux espèces parmi les 1400 espèces, sachant quand même qu'on ne connaît pas la compétence vectorielle de toutes les 1400 espèces, hein, donc ces deux-là ont été identifiés. Et donc ces petits moucherons vont aller piquer, s'ils sont infectés, vont aller piquer un cheval, vont injecter le virus en piquant le cheval et en prenant un repas sanguin. Ce sont des femelles qui sont hématophages, qui se nourrissent de sang, vont infecter l'équidé. Et si l'équidé est repiqué par un autre moucheron, le cycle repart. Et donc vous avez un cycle moucheron, équidé qui se met en place. Voilà ce que je vous disais. Donc les deux espèces, Culicoides sinicola, Culicoides bolitinos, que je vous ai mis en rouge. Après, il y a énormément d'autres espèces, mais dont on ne connaît pas l'importance dans le cycle épidémiologique. Vous avez ici une femelle qui a eu son repas sanguin. Comme je vous disais, le virus de la peste équine, qu'on appelle en anglais hein, maladie africaine du cheval, parce que son berceau est africain, et vous avez les 9 sérotypes en Afrique. Ce virus est connu depuis assez longtemps, il est connu depuis le XIVe siècle. Donc la première description de cette infection remonte à une description d'un auteur au Yémen, où il commence à discuter avec le vendeur et l'acheteur le prix du cheval, et ça peut durer un peu de temps, et quand ils se retournent parce qu'ils sont d'accord sur le prix, le cheval est mort. Et donc c'est probablement les premières descriptions de cette infection qui remonte au XIVe siècle. On a eu des cas aussi qui ont été rapportés au Mozambique au XVIe siècle, en 1570, et puis surtout en Afrique du Sud, en 1719, avec 1700 chevaux morts, notamment des chevaux qui étaient importés d'Europe, qui sont arrivés en Afrique du Sud et qui mouraient quelques jours après leur importation. Et il y a eu jusqu'à 70 000 chevaux, donc quasiment 40% de la population d'équidés à l'époque, qui a été décimée en 1854-1855 par cette infection que l'on ne connaissait pas évidemment à l'époque, hein, au XIXe siècle. Mais on avait remarqué qu'il y avait effectivement une maladie qui tuait les chevaux. Et puis, il y a eu, à partir du 19e siècle, beaucoup de travaux sur ces maladies. Alors, on a utilisé le mot de peste. Donc, vous savez que le mot de peste, peste porcine, peste aviaire, peste bovine, peste équine, peste humaine, ce sont des maladies qui tuent beaucoup, qui ont un taux de mortalité très élevé. Donc, la peste équine rentre dans cette catégorie des maladies avec un taux de mortalité très important, très élevé. Et donc en 1921, Taylor, qui était un, un biologiste très connu, a vraiment décrit la peste équine qu'il appelait pestis equorum. Et puis il y a eu le développement des premiers vaccins au XXe siècle. Mais c'est pendant longtemps resté une maladie assez mystérieuse. On savait que ça tuait, on ne connaissait pas vraiment ni l'agent pathogène, ni les modes de transmission, etc. Et donc, ben, très régulièrement, au cours des siècles, ce virus a pu quitter, je vous en parlerai, son berceau africain et venir dans différentes régions du monde. Aujourd'hui, on a très régulièrement des informations sur les sérotypes qui circulent. Là, je vous ai mis une carte où on voyait le sérotype 2, le 7, le 6, le 9. On a pratiquement les 9 sérotypes en Afrique du Sud. La seule difficulté, c'est que parfois, les pays ne rapportent pas nécessairement avec toute la transparence qui serait nécessaire la circulation de ces virus et on a des fois des trous épidémiologiques, non pas parce que le virus n'est pas présent dans un pays, mais simplement parce que le pays ne rapporte pas des cas. Il y a eu un certain nombre de pays, par exemple, infectés, qui n'ont jamais voulu rapporter ces informations.
Alors, si on revient un peu à l'épidémiologie, hein, donc je vous disais, Taylor avait bien décrit cette maladie, qu'il avait décrit comme une maladie de pays à saison chaude. C'est Dutoit en 1944 qui a montré qu'il y avait une transmission par des arthropodes, donc c'est une maladie, c'est une arbovirose, une maladie vectorielle transmise par des arthropodes, des tulicoïdes, pas des moustiques, hein, des moucherons. Et on a pu montrer que lorsqu'un cheval sain était piqué par un moucheron infecté, le cheval s'infectait. Alors, pour ce qui concerne en fait la sensibilité, comme je vous disais, ce sont les équidés qui sont infectés. Et vous avez sur le petit schéma, je sais pas si vous voyez par laser, voilà, voilà. Vous voyez les ânes, les mules, les chevaux. Alors, les plus sensibles, ce sont les chevaux. Vous avez le taux de mortalité le plus important. Le cheval est très sensible à l'infection par le virus de la peste équine, avec des taux de mortalité qui peuvent atteindre 90-95%. Ensuite, vous avez les mules qui sont un peu moins sensibles, jusqu'à 50% de mortalité. Et puis les ânes, avec un taux de mortalité maximum à 10%, mais parfois, ça a été le cas par exemple en Afrique, enfin, au Maroc, où on avait des taux de mortalité qui étaient très très faibles, de l'ordre de 0,1-0,2%. Donc on a vraiment un gradient de sensibilité de l'âne au cheval. Alors, les zèbres sont très rarement malades et ce sont en fait des porteurs sains. Donc, ce sont des espèces animales qui sont infectées de façon asymptomatique, sans signe clinique, avec une virémie qui est souvent très longue. Donc, vous avez le virus dans le sang pendant très longtemps et les tulicoïdes vont aller piquer les zèbres, vont s'infecter et vont ensuite aller piquer les chevaux et provoquer donc la mort des chevaux par la transmission virale. Donc ça, c'est vraiment le cycle numéro un. Après, il y a d'autres espèces, notamment le chien, dont on sait que ces chiens peuvent être infectés par le virus, notamment lorsqu'ils mangent de la viande d'équidés infectés. On a eu des cas rapportés en Afrique, en Iran, de chiens qui étaient infectés, qui mouraient suite à l'ingestion de viande contaminée par le virus. Et après, on a tout un tas d'espèces, donc le chameau, le lion, l'éléphant, le bouc, etc., pour lesquels il y a des descriptions de la présence d'anticorps viraux, d'antigènes viraux, du génome viral, mais on ne sait pas très bien si ce sont des découvertes fortuites, parce que ces espèces ont été piquées par un culicoïdes affecté et qu'effectivement il y a une infection, mais sans aucune conséquence, ou si vraiment ils ont un rôle épidémiologique, qui sont réservoirs par exemple. Ça, c'est vraiment des points d'interrogation, et on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et enfin, ce virus n'est pas zoonotique, il n'est pas transmissible à l'homme. Il y a juste eu 2 cas, mais très particuliers, qui ont été décrits dans un laboratoire en Afrique du Sud qui produit des vaccins pestétine en très grande quantité. Il y avait un formenteur qui avait plusieurs dizaines de milliers de litres de vaccins, du virus atténué. Ce fermenteur a explosé. Il y a 2 ouvriers qui ont reçu des quantités très importantes de vaccins. Il y en a un qui a fait des atteintes oculaires, conjonctivites, choriorétinites, et l'autre qui a fait une encéphalite, il n'est pas mort. Et c'était quand même des conditions complètement exceptionnelles où ils ont reçu des doses absolument majeures de virus. Et dans la vraie vie, le virus de la peste n'est pas un virus qui se transmet à l'homme, donc non zoonotique. Alors le cycle, ben, je vous l'ai déjà décrit, hein, donc c'est un culicoïdès qui va aller piquer un équidé. Alors là, c'est des zèbres, ça pourrait être des chevaux. Et vous avez donc une première phase, alors c'est ce qu'on appelle la phase d'incubation extrinsèque, où quand, par exemple, le culicoïdès ici pique un zèbre infecté en rouge, il faut que le virus traverse l'intestin, l'intestin du culicoïdès se retrouve dans les glandes salivaires, se réplique dans les glandes salivaires. Donc cette phase-là, c'est ce qu'on appelle une phase d'incubation extrinsèque. Et puis ensuite, une fois que le virus est dans les glandes salivaires, à chaque fois que le culicoïdès va piquer, il va injecter le virus et vous avez ensuite une phase d'incubation chez l'hôte qui a été infecté. Il y a une durée de réplication du virus et ensuite on voit les signes cliniques apparaître. Donc vous avez 2 types d'incubation, ce qui n'est pas spécifique à la peste équine, c'est vrai pour toutes les maladies vectorielles. L'incubation extrinsèque dans le vecteur, l'incubation intrinsèque dans l'hôte sensible. Alors, pour ce qui concerne donc les manifestations cliniques, donc je vais, plutôt que de vous faire une description, je vais vous montrer quelques photos de ce que le virus peut induire. Et là, c'est une photo que j'avais prise en Espagne en 1987. D'abord, vous avez donc des chevaux qui, après cette phase d'incubation, qui dure quelques jours, 3, 4, jusqu'à 10 jours, ça dépend après des souches. Vous avez d'abord une augmentation de la température, donc de l'hyperthermie, qui peut être très importante, que je peux évidemment pas prendre en photo, hein, vous avez la
température corporelle du cheval qui monte. Et vous voyez surtout les œdèmes des fosses supraorbitales. Vous voyez ici, non, moi je vois avec ma petite souris, je ne sais pas si vous la voyez. Vous avez un œdème au-dessus des yeux, donc dans ces fosses supraorbitales qui sont normalement un petit creux. Ben là, il y a deux petites boules, hein, c'est des œdèmes qui apparaissent, et ça, c'est assez caractéristique de l'infection par le virus de la peste équine. Donc le virus va se multiplier. En gros, le mécanisme, c'est qu'il va détruire les cellules qui tapissent les vaisseaux. Vous savez que vous avez des cellules qu'on appelle des cellules endothéliales qui tapissent les parois des artères ou des veines, et le virus va rentrer là-dedans, il va détruire ces cellules, et tout le liquide circulatoire va rentrer dans les tissus. C'est en fait ce qu'on appelle une fièvre hémorragique virale, et le virus de la peste équine a le même mécanisme physiopathologique que par exemple les virus Ebola, Marburg. Ebola, c'est un virus de fièvre hémorragique virale. Vous êtes infecté, le virus détruit vos cellules endothéliales, et donc tout votre liquide circulant se retrouve dans vos tissus, vous faites des hémorragies généralisées. C'est exactement le même mécanisme. Donc là, vous avez un œdème qui va s'étendre, donc la tête du cheval va gonfler parce qu'il y a plein de liquide. Et donc, d'ailleurs, les Africains du Sud appellent ça le dicoque, ça veut dire tête d'hippopotame en afrikaner, hein, c'est d'ailleurs le seul mot que je connaisse d'afrikaner. Si vous prenez une tête de cheval, que vous la gonflez, ça vous fait un hippopotame. Vous voyez des œdèmes, alors vous voyez ici l'œdème de la fosse supraorbitale. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris là. Et là aussi, vous voyez les paupières qui gonflent, la face est gonflée, l'œdème, l'encolure est gonflée. Donc, dans une phase très avancée, on ne voit même plus les sillons jugulaires, hein, les sillons avec la veine jugulaire qui disparaît. Vous voyez dans la photo en bas à droite ben, l'œdème aussi des salières qui est très importante. Ça, c'est vraiment le début des manifestations cliniques. Ensuite, vous allez avoir des atteintes cardiaques, respiratoires. Donc, tout l'appareil cardio-respiratoire est atteint. Donc, le cheval a des difficultés respiratoires majeures. Il a aussi des difficultés, des atteintes cardiaques importantes. Le cœur a des difficultés à fonctionner parce qu'en fait, vous avez plein de liquide dans la cavité péricardique qui entoure le cœur. Donc, qui dit atteinte cardiaque, dit atteinte respiratoire. Et à la fin, le cheval meurt d'un œdème pulmonaire aigu. En gros, les poumons sont pleins de liquide et le cheval va se noyer dans ses poumons. En fait, c'est un œdème aigu du poumon qui provoque la mort du cheval, avec encore une fois des taux de mortalité qui peuvent être très élevés. Vous avez aussi des hémorragies, comme vous pouvez voir sur la photo à gauche, hein, et à droite. Vous voyez, en général, ce qui est assez caractéristique, c'est que le cheval a d'énormes difficultés respiratoires. Vous avez du mucus dans la trachée. Il essaie désespérément de respirer. Ça vous a fait cette espèce d'aspect en blanc d'œuf qui apparaît lorsque le cheval meurt, comme vous voyez ici. Voilà, ça encore, c'est d'autres photos assez caractéristiques. Vous voyez une maladie très invalidante, taux de mortalité élevé, pas de traitement. Et c'est des photos là que j'ai pu prendre en Afrique quand le virus se manifeste. Ça, c'est des photos en Espagne. Vous pouvez arriver le matin dans un centre équestre, tout va très bien, tout est impeccable. Et vous arrivez, soit c'est le matin à 9 heures, vous arrivez à 17 heures et vous pouvez avoir 3 morts. C'est vraiment très impressionnant, une maladie donc mortelle, avec des lésions que je vous montre ici, pulmonaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer un peu les conséquences de l'infection. Voilà, et des hémorragies généralisées, ça peut être des hémorragies au niveau de l'estomac qui sont assez caractéristiques. Alors ce virus, en fait, comme je vous disais, il est présent en Afrique. Il a régulièrement quitté son territoire africain. Par exemple, en 1959, ce virus est parti en Arabie Saoudite, en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, en 1960 en Turquie, Chypre, Syrie, Liban, etc. et a provoqué la mort de 300 000 équidés. C'était des caravanes qui allaient du Soudan vers ces régions du Moyen-Orient, proches du Moyen-Orient, et les ânes étaient infectés et ont amené avec eux le virus, qui était cette fois un virus de sérotype 9. Pardon. Ensuite, on a eu dans les années 60-65 du virus toujours de sérotype 9, cette fois-ci qui est remonté, qui a traversé le Sahara, qui est arrivé en Algérie, puis qui ensuite a traversé le détroit de Gibraltar, qui est arrivé en Espagne, donc il a fait Maroc, Algérie, Tunisie, puis ensuite Espagne en 1966, c'était un virus de sérotype 9. Et puis en 1987, il y a des zèbres qui ont été importés de Namibie en bateau, c'est la flèche bleue, jusqu'à Lisbonne, puis à Madrid. Et ces zèbres ont été importés d'ailleurs en violation des règles internationales, car ils n'auraient jamais dû venir
au mois de juillet-août, qui est une période où il y a beaucoup de vecteurs, il fait chaud en Espagne. Normalement, ceci est interdit, mais bon, voilà. Et donc, ces zèbres sont arrivés dans le zoo de Madrid. Il y a des chevaux qui ont commencé à mourir. Donc, les vétérinaires ne savaient pas très bien quelle était cette infection. Il y a un vétérinaire qui avait vu la peste équine 20 ans auparavant, donc en 1966, en disant et si c'était la peste équine. Et en fait, c'était la peste équine. Cette fois-ci, le sérotype 4 qui était arrivé en Espagne, qui ensuite est parti au Portugal, qui a traversé le détroit de Gibraltar dans l'autre sens et qui est arrivé au Maroc en 1989. Donc, toute cette région Espagne, Portugal, Maroc a été infectée par le virus de sérotype 4 avec des répercussions importantes. Hein. Donc là, vous avez ici, dans le cercle rouge que vous voyez autour de Madrid, les premiers foyers. Donc vous avez des réglementations internationales qui se mettent en place en disant on bloque la totalité du pays, donc là de l'Espagne. Les chevaux ne pouvaient plus rentrer en Espagne, mais surtout ne pouvaient plus sortir d'Espagne. Vous avez blocage de tous les mouvements. Il y a des gens qui ont illégalement apporté des chevaux de Madrid vers le sud de l'Espagne en Andalousie, sauf que leurs chevaux étaient infectés et que l'année d'après, on a vu apparaître des cas en Andalousie en 1988-89. Comme je vous disais, le virus a aussi traversé la frontière portugaise et puis la frontière marocaine. Il est arrivé en territoire marocain. Donc les Marocains ont mis en place une vaccination euh, des, des régions affectées. Et puis en 1991, à chaque fois que vous vaccinez, il y avait un cas hors de la zone de vaccination. Il a été décidé de mettre en place une vaccination généralisée de la totalité de 2 millions d'équidés marocains. Et ça a été fait aussi en Espagne, mais aussi au Portugal. Voilà, donc c'était vraiment des situations assez compliquées pour ces pays-là. Là, je vous montre les résultats de la campagne de vaccination qui ont lieu. Donc, regardez la dernière ligne, les taux de couverture vaccinaux. On arrive à des taux de couverture de 98%, 90%, etc. Donc, un pourcentage très élevé d'animaux vaccinés. Il faut dire qu'à l'époque, un cheval, un équidé qui n'était pas vacciné, était abattu sur place par la police. Et donc, il y a eu une pression très, très importante du Maroc. Et ils ont pu éradiquer la peste équine, ce qui vous montre, pour les gens qui ne sont pas complètement convaincus que les vaccins peuvent être efficaces, on a un très bon exemple d'efficacité vaccinale puisque la maladie a été éradiquée d'Espagne, du Portugal et du Maroc. Évidemment, vous avez ici une carte qui vous montre qu'il y a toujours tout un tas de sérotypes qui circulent et que on a des risques liés au mouvement d'animaux et que si on amène des chevaux d'une région infectée vers une région indemne, on peut avoir des risques d'importer le virus dans une région indemne. Très récemment, en 2020, donc c'était en février 2020, juste avant le premier confinement, on a eu des cas de peste équine en Thaïlande, ce qui n'avait jamais été décrit. Là aussi, c'est pareil, c'est des zèbres qui ont été apportés d'Afrique du Sud en Thaïlande, et ces zèbres étaient infectés par le sérotype 1. Il y a eu des cas en Thaïlande, puis ensuite en Malaisie. Là, vous avez l'article, le premier article qui vous décrit la séquence du virus, si ça vous intéresse, en tout cas, arrivée de ce virus. Il y a eu 607 cas répertoriés, probablement un peu plus, puisque des fois, il y a des sous-déclarations. En tout cas, il y a eu 562 décès, ce qui fait un taux de mortalité de 93%, 129 fermes ou élevages infectés, 15 provinces affectées. Il y a eu une vaccination en urgence avec un vaccin venant d'Afrique du Sud. Et là encore, c'était les conséquences de l'importation de chevaux venant d'Afrique du Sud. Voilà les aires de répartition de ces cas en Thaïlande à l'époque, en 2020. Encore une fois, personne n'imaginait que ce virus apparaîtrait dans cette zone. Et là, les protocoles de vaccination qui ont été mis en place en Thaïlande par les collègues de Thaïlande. Alors le diagnostic, et après je passerai au vaccin. Le diagnostic, on a développé au laboratoire, et ça fait partie de notre travail, des méthodes qui permettent de faire un diagnostic rapide de l'infection. Donc on a développé des méthodes PCR par exemple en temps réel. Donc, maintenant je pense qu'avec le Covid-19, tout le monde sait ce que c'est que la PCR. Donc on peut très rapidement, à partir d'un prélèvement, en quelques heures, faire un diagnostic et de peste équine et de type peste équine, puisque je vous rappelle qu'il y a 9 sérotypes. Donc, il est important de connaître le sérotype. Hein. Les sérotypes, on les appelle de 1 à 9. Et si vous avez le sérotype 4, les animaux infectés par le sérotype 4 ne sont pas protégés s'ils sont vaccinés par un vaccin anti-sérotype 5. Donc, il faut connaître le sérotype pour avoir le bon vaccin qui va permettre de protéger contre le bon sérotype. Alors, pour ce qui concerne les vaccins, on a plusieurs types de vaccins, soit des vaccins vivants.
soit des vaccins inactivés, soit des vaccins recombinants. Donc les vaccins vivants, en fait, vous prenez donc un agent pathogène, hein, c'est pas spécifique à la pesticides, vous le passez au hasard sur des systèmes différents, cellulaires, animaux, etc. Vous allez atténuer votre virus, et si vous l'injectez à un animal, l'animal fera des anticorps, il sera protégé, mais il ne sera pas malade. C'est le concept de vaccin atténué ou vivant. Donc, il y a des vaccins qui existent et qui sont donc utilisés donc, en Afrique du Sud, hein. En fait, en Afrique du Sud, aujourd'hui, ils utilisent deux bouteilles que vous voyez en haut. Alors, une bouteille, la bouteille 1 qui contient les sérotypes 1, 3 et 4. La bouteille 2 qui contient les sérotypes 2, 6, 7, 8. Ça ne vous fait pas 9 sérotypes parce qu'il y a quelques réactions croisées quand même entre certains sérotypes. Je ne vais pas passer dans les détails. Et donc, ce sont des vaccins vivants. Donc, le virus va se multiplier dans le cheval, mais ne va pas rendre le cheval malade. Le problème quand même, c'est que dans certains cas, vous pouvez avoir des réversions vers la virulence, c'est-à-dire que certains vaccins ont été mal atténués. Et donc, quand vous les vaccinez, en fait, finalement, ils ne sont pas suffisamment atténués et peuvent provoquer une maladie. C'est rare, mais ça arrive. D'autre part, vous pouvez avoir une phase, vous avez toujours une phase virinique, ce qui fait qu'un tulicoïdes peut aller piquer un cheval vacciné, absorber le vaccin, et le vaccin va se répliquer dans les glandes salivaires, et à chaque fois que le tulicoïdes va piquer un cheval, il va injecter du vaccin. C'est une vaccination gratuite si on veut. Mais quand vous avez du virus de la peste équine dans un pays, que vous l'éradiquez, il faut arriver à démontrer que le virus ne circule plus. Or, si vous avez des insectes qui sont capables de transmettre des souches vaccinales, vous n'arrivez pas à montrer que le virus, votre pays est indemne et que le virus a disparu. Vous avez aussi des possibilités de réassortiment avec des souches de terrain. C'est-à-dire que si un cheval est vacciné et qu'il est ensuite infecté, vous pouvez avoir des échanges de segments génomiques entre la souche vaccinale et la souche sauvage, virulente, qui peut vous donner naissance à un nouveau variant. Et tout ceci pose problème et donc ce sont des raisons pour lesquelles ces vaccins ne sont pas utilisés en Europe et ne sont pas autorisés. Vous avez les vaccins inactivés. Alors cette fois-ci, vous prenez un virus, vous le traitez par des produits chimiques et vous l'inactivez. C'est très classiquement les vaccins qui sont utilisés euh, en médecine humaine, en médecine vétérinaire, etc. Donc il y a un vaccin qui a été utilisé, inactivé de cette façon en 1987-91, lorsqu'il y avait la peste équine en Espagne, au Portugal et au Maroc, qui a été développé par le laboratoire Ron-Mérieux. Ron-Mérieux qui ensuite est devenu Merial et qui maintenant a été racheté par Boehringer Ingelheim. Donc ce vaccin n'existe plus, il n'est plus commercialisé. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccin inactivé. Par ailleurs, il faut faire plusieurs injections de vaccination parce que dans les vaccins inactivés, il faut des doses vaccinales suffisantes. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccin inactivé. Et ensuite, il y a les vaccins recombinants, qui sont des vaccins utilisant la biologie moléculaire, qui peuvent être des vaccins sous-unités, pseudoparticules, ADN, vectorisés, ou produits par génétique inverse. Je vais vous donner quelques exemples très rapides, et ce sont des vaccins qui ne sont pas commercialisés à l'heure actuelle, sur lesquels on travaille pour essayer d'avoir des vaccins de nouvelle génération. On essaie aussi de travailler sur des vaccins ARN messagers comme les vaccins coronavirus, par exemple, que vous connaissez, la Covid-19, que vous connaissez sans doute. Alors, par exemple, les vaccins VLP, c'est des vaccins qui sont vraiment très très bien. On avait travaillé avec une collègue, Connie Roy, c'est la petite image que vous voyez à gauche qui est anglaise, où en fait vous exprimez des protéines du virus, mais vous n'avez pas le génome. C'est quasiment le vaccin parfait. Vous avez la particule virale, son génome, et quand vous injectez ça à un cheval, c'est comme s'il se trouvait face au virus normal, mais qui ne se réplique pas et qui ne provoque pas de maladie. Donc ça, ce sont des vaccins qui ont été développés et que nous avons testés dans notre laboratoire. Le problème maintenant, c'est la stabilité. Il faut que ces vaccins soient suffisamment stables pour être euh, utilisés par les vétérinaires régulièrement. Et puis d'autre part, qu'ils induisent une immunité assez longue. Et il y a encore quelques travaux supplémentaires pour obtenir ces qualités. Et d'autre part, le problème, c'est le problème du coût, car ce sont souvent des problèmes chers à produire. Alors en médecine humaine, vous avez par exemple des vaccins VLP, comme les vaccins du cancer du col de l'utérus chez la femme, c'est un vaccin papillomavirus qui protège les femmes contre le cancer du col de l'utérus. Mais ces vaccins coûtent 300 400 euros la dose. Alors, il y a la sécurité sociale en médecine humaine, il n'y a pas la sécurité sociale en médecine vétérinaire. Mais voilà, ce sont des vaccins que nous avons utilisés, donc je vais passer vite, et on les a testés dans notre laboratoire. Après, on a d'autres types de vaccins.
par exemple, ce sont des vaccins basés sur la biologie moléculaire. En gros, on a 10 segments d'ARN double brin qui forment le virus. On va enlever un segment. Donc, ce virus va commencer à se multiplier quand vous l'injectez à un cheval, mais comme il nous manque un segment génomique, comme son génome n'est pas complet, le cycle s'arrête. Et donc, ce sont des vaccins que nous avons développés. Là, je vous ai montré une publication internationale en 2021 que nous avons publiée l'année dernière. Donc, ça marche. On l'a testé chez des poneys. Euh, on a obtenu une immunité assez longue. On l'a testé vis-à-vis de différents sérotypes. Vous avez un cocktail ici des sérotypes 1, 4, 6, 8, et ça marchait très bien. Et ce sont peut-être des vaccins qui seront mis un jour sur le marché. Voilà quelques exemples de vaccins. Pour ce qui concerne le traitement, il n'y a pas de traitement aujourd'hui, il n'y a aucun traitement spécifique. Quand vous avez un cheval infecté, vous essayez de lutter contre les signes cliniques, il n'y a pas de traitement contre l'infection virale. Et juste un mot pour vous dire que aujourd'hui, on participe à un projet européen, 6 millions d'euros avec différents collègues. Vous avez la liste ici des 13 laboratoires. Donc, je suis co-coordinateur de ce projet européen. Vous avez des collègues allemands, espagnols, anglais, d'Afrique du Sud, du Sénégal, etc. Donc ça, je vais passer. En fait, notre objectif, c'est d'essayer de faire des vaccins nanoparticules. Donc, vous avez des petites particules. Et sur ces particules, on fixe des à la surface, on fixe des protéines du virus de la peste équine. Et ensuite, on peut vacciner les animaux avec ces petites nanoparticules qui vont produire des anticorps. Les animaux vont produire des anticorps contre les protéines. Et en même temps, ce sont des vaccins dits DIVA où on fait la différence entre l'infection et la vaccination. Vous savez que votre cheval est séropositif, mais vous savez qu'il a été vacciné, mais pas infecté. Et c'est un concept qui est très important en médecine vétérinaire. Ça, je vais passer. Voilà, donc ça, je vais passer aussi. Et donc, je voulais juste, avant de conclure, remercier un certain nombre de personnes de mon équipe, parce que là, je vous résume en quelques secondes ou en quelques minutes des années de travaux. Et donc, vous avez ici les gens qui travaillent avec moi, pour certains, depuis une trentaine d'années. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si vous